Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Maï Hua. C'est Camille Sfez, invitée dans un précédent épisode de Genre de Fille, qui m'avait alors soufflé son nom comme une femme qu'elle aimerait entendre. Je savais que Maï était la réalisatrice du film Les Rivières, sorti il y a plus d'1 an, un film sur sa famille et sur sa lignée de femmes. J'ai loué le film, j'ai beaucoup pleuré, j'ai adoré, et j'ai contacté Maï qui a dit oui tout de suite. Alors Maï, c'est une artiste française d'origine vietnamienne. Elle a été color designer pour des grandes marques, mais elle est surtout réalisatrice. Maï, elle explore nos liens à l'intime, à la quête de vérité et au genre. Vous êtes toutes promises à être malheureuses avec les hommes. C'est ce que Maï a entendu de la bouche de son oncle. Et désirant échapper à cette malédiction, elle s'est alors lancée dans une épopée familiale, filmée, qui donnera 6 ans plus tard le film Les Rivières. À elle de nous en parler maintenant. Bonjour Maï, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup de m'inviter. Je suis hyper contente. J'en parlais en introduction de ton film Les Rivières. Ça va faire presque 2 ans qu'il est sorti. Comment Ouais, tu vas, toi, presque 2 ans après sa sortie, et comment vont les femmes de ta lignée? moi ça va. On est dans une période très très intense, un peu foutraque, mais j'ai comme l'impression que je suis totalement capable en fait d'absorber tout ça, tous ces Ouais. mouvements. Là, depuis la rentrée, en fait, c'est une sorte d'enchaînement de vagues et de creux. Donc c'est très, très agité, mais ça surfe bien. D'accord. Donc ça voilà. Et puis pour les rivières, je suis toujours, émue par, ce projet, par les retours, c'est assez rare, je pense, d'avoir cette chance, en fait, de porter un projet pendant très longtemps et que, il puisse, continuer de couler 2 ans plus tard, tu vois? Ouais. C'est un mouvement qui est tellement lent, tellement profond, donc c'est rien que ça, en fait, c'est émouvant, en fait. Mmh. Ouais. Ça me touche beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Rivières, bon, j'en ai Mmh. parlé brièvement en intro, mais c'est un documentaire que tu as réalisé en 6 ans, dans lequel, en Ouais, fait, tu explorais l'histoire de ta mémoire familiale, donc notamment ta ouais. lignée de femmes, ta Mmh mh. grand-mère, ta maman, ta fille et Mmh. toi-même. Et en Ouais, fait, un des points de départ, c'est qu'en 2013, avec ta maman, en fait, vous ramenez ta grand-mère mourante en France. Et cette ouais, dernière, en fait, elle renaît de manière miraculeuse. ouais, C'est assez hallucinant, spectaculaire, enfin, ouais. ça Ouais, m'a beaucoup marqué dans le film, ouais. et c'est un peu le point de départ de là où tu creuses et tu recherches, en fait, cette mémoire familiale complexe et douloureuse, et en fait, tu pars du principe que tu veux pas transmettre ça à ta fille. Exactement. C'était un très, très grand cadeau pour nous parce que, je dis souvent que voilà, si ça avait été une fiction, les gens auraient dit: «Bon, c'est un petit peu, c'est un peu Ouais, too much là votre histoire de résurrection», mais en fait, voilà, nous on a vu de notre vivant, une femme qui était vraiment, sur le point de mourir dans le sens où, déjà physiquement elle était, très, très fragilisée, mais aussi, spirituellement, psychologiquement, elle avait lâché l'affaire. En fait, juste de croire jusqu'au bout, que quelque chose d'autre est possible et tout simplement que le soin est possible jusqu'au bout. Ça a tout changé, en fait, et moi, je ramenais ma grand-mère parce que ma mère, qui est médecin, pensait qu'elle pouvait s'en occuper. Mais moi, je ramenais une femme au bout de sa vie, littéralement, pour l'accompagner sur sa fin de vie. Donc j'avais aucune idée, en ramenant ma grand-mère, qu'elle allait renaître, de ses cendres, voilà, en 2 ouais, c'est un mois, et phénix, c'est que, impressionnant. c'est un phénix, c'est vraiment impressionnant, et vraiment d'une sorte de petite chose, sur le bord du précipice, et qui se dit: «Bon, je vais me laisser tomber, c'est bon, j'ai fini».
Voilà, une femme qui parle plus, qui mange plus, qui ne peut plus s'habiller, qui peut quasiment plus marcher. Bah, voilà, on a tout d'un coup une femme, qui s'exclame: «Je revive» Ouais. avec son accent vietnamien et qui mange comme 4, et qui va danser, y Ah ouais, c'est compris fou jusqu'à ça. 2 heures du matin et Ouais. qui tombe amoureuse et enfin et en fait, moi, j'étais la première re ahurie, en fait, totalement estomaquée par, cette, puissance de vie et donc cette puissance de vie, elle mettait à mal, toutes mes croyances qui étaient, bah, voilà, de venir d'une lignée de ces petites choses, de ces femmes qui ont pas pu vivre la vie qu'elles auraient voulu, qui avaient des histoires, malheureuses avec les hommes, voilà, une sorte de enfin, la croyance très, très profonde que je venais d'une lignée de femmes maudites et puis tout Ouais. d'un coup, cette femme qui a 91 ans, déjoue tout et avec ma mère pour l'accompagner et ça déjouait une autre mythologie familiale qui était que, qu'il y avait une difficulté très, très forte à être la fille de sa mère, quoi et Ouais. ma mère, elle a déjoué ça aussi de manière, incroyablement puissante et donc ça m'a amenée à réfléchir et à reconsidérer tout mon passé et à le recomposer, en fait. Parce qu'à un moment dans le film, tu dis Mmh. une phrase et il me semble que c'est quand tu parles justement de ta grand-mère: «On peut croiser des gens toute une vie sans jamais vraiment les rencontrer». Ouais, ouais et moi, c'était le cas de ma grand-mère puisque avant d'être au Vietnam, elle a été, 40 années en France, Ouais. dans une tour du 13e arrondissement de Paris, c'était une femme que je côtoyais, en fait, parce qu'on avait bah, c'était la famille donc on se voyait, pour des réunions familiales, pour des vacances, mais c'était vraiment une femme avec qui j'avais pas conversé, Ouais. où il y avait pas eu de câlin, il y avait pas eu de lien, en fait, il y avait pas eu de connexion, en fait et donc quand j'arrive au Vietnam, pour la ramener, je la connais pas, en fait. C'est une femme que je connais pas et je viens aider ma mère avec l'idée que je peux pas laisser, quelqu'un mourir comme ça à l'autre bout de la terre, toute seule. Que voilà, mon rôle est d'être là-bas avec elles 2, mais j'ai aucune idée de qui est cette personne, et des trésors de vie qu'elle a sous le coude. Ouais. Elle Donc en a, hein. en fait, et elle en a et en fait, je pense que c'est aussi la force, du documentaire, alors pas forcément du mien, mais du documentaire en général, c'est que, ça nous amène au bord de l'entendement, vraiment ça nous amène là où la vie, est inimaginable et je me rappelle d'un scénariste, avec à qui j'avais demandé de l'aide parce que j'étais totalement perdue dans mon projet. Parce que quand c'est la famille, enfin, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. En fait, on est englué dans un magma d'informations et de complications et de complexité et d'alinéas, tu vois, sur le récit Ouais. qu'on pourrait en faire. Et ce scénariste m'avait dit: «Bon, je peux pas t'aider, hein. Moi, je suis scénariste, donc j'écris des histoires et à partir des histoires que j'écris, on crée un film», tu vois? Là, j'ai l'impression d'être dans une chambre en bordel, il y a tellement d'informations et cetera. Mais par contre, tu vois, il m'a dit: «Non, c'est juste pas possible». Mais ce qu'il m'a dit aussi, c'est: «Ce que je vois, je ne peux pas le scénariser». Et ça, en fait, c'est le trésor de ton projet, c'est que tu as des images et tu as des choses qui sont dites ou qui sont partagées qu'on pourra jamais écrire dans un film, dans une fiction, quoi. Et c'est ça que tu dois garder et ton projet, là, pour l'instant, ça va pas du tout et c'est bordélique et cetera. Mais en fait, il a un potentiel énorme là où la fiction peut pas nous amener, quoi. Mais du coup, c'est bien Donc parce que voilà. tu me fais un peu la transition avec la question que je voulais te poser, bon, en fait, moi, quand j'ai regardé le film, j'ai repris des notes aussi parce qu'il y a des phrases qui m'ont vraiment marquée. Il y en a une Ouais. autre et je pense qu'elle peut faire écho vraiment à beaucoup de filles ou enfin de femmes, c'est un Mmh. moment où tu dis: «Si tu ne règles pas tes problèmes avec ta mère, tu n'en régleras Ça. aucun». Ouais, Et ouais, pourquoi c'est dur d'accepter sa mère comme elle est? Alors je je sais pas si tu me trouveras la réponse, mais moi je trouve ça dur, même si on les bien aime sûr, évidemment. Et bien sûr. toi, est-ce que toi, on sent qu'à la fin tu as fait un énorme travail, là-dessus. Comment tu en es Ouais, toi mmh mh. aujourd'hui de ta relation avec ta maman?
Bah, super bien. Je sais d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ça parce que, j'ai une maman qui travaille sur elle et qui n'a jamais cessé, son évolution. Donc, il y a des ch enfin, je te cache pas que, le processus des rivières, aussi bien le film lui-même que tout le processus psychologique qu'il a fallu, déployer pour faire ce film, ça a été très, très, très Ouais. dur et très compliqué, pour la famille, pour nos relations, pour ma maman, c'était très, très dur. Si tu veux, quand elle m'a sorti cette phrase, parce qu'elle est elle-même thérapeute, Ah oui, c'est elle qui te bah, l'a sorti, en fait? c'est elle qui la Ouais, sort. Ouais, c'est elle qui la sort. C'est moi qui la redis ouais. en voix off, mais c'est elle qui me la donne. Et en fait, moi, je suis coupée en 2 quand elle me dit ça parce que j'étais tellement que c'est vrai, en fait. Ouais, Et d'ailleurs, c'est pas que pour les filles, c'est pour les garçons aussi. ouais. Et je pense, alors il se trouve que le film parle aussi d'inceste et que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis, sur ce sujet et sur toute la colère qu'on a vis-à-vis de nos mères. Et c'est hyper questionnant, en fait, de pourquoi on a autant de colère vis-à-vis de nos mères. Et moi, j'ai une réponse qui n'est peut-être pas la réponse, mais j'en ai une, c'est que nos attentes, alors ça peut être intime, ça peut être sociétal, je ne sais pas très bien, mais nos attentes vis-à-vis de nos mamans sont juste stratosphériques. Ouais, tu Ce qu'on raison. attend de nos mères, c'est juste inhumain, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a un moment où en fait on dépose les armes de se dire, ou de comprendre profondément que ce sont juste des êtres humains en fait, qui ont leurs limites comme tous les êtres humains, comme toi, comme moi, et qui ont fait, comme elles ont pu et qui ont fait des erreurs qui parfois étaient très, très graves. Il y a un temps où on devient tous adultes et où on peut, se donner ce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant et je pense que ce truc de, régler ses problèmes avec sa mère, c'est exactement ce que l'âge adulte peut nous offrir. Là où c'était juste pas possible quand on était enfant parce qu'on attendait un soin et une protection, une élévation qui sont une sorte de source vitale pour nous quand on est enfant. Ouais. Mais plus on grandit et plus en fait, notre parent, n'est plus cette source-là, quoi. Ça reste toujours une source. Enfin, c'est ce que j'ai aussi appris dans ce processus, c'est que là où il y avait énormément de colère et de déception et même de mépris, qui sont des sentiments tellement forts, mais qui en fait je pense qu'ils sont très très humains et dont on n'est pas forcément fier, mais qui sont juste là. En fait, c'est juste la vérité de ce qu'on ressent pour nos parents et pour nos mamans. Et ben, dans le processus, il y a un moment où il y a une bascule qui se fait et où on a aussi une ressource, on a aussi de la reconnaissance, on a aussi, de la puissance à cet endroit. Et, heu et quand j'ai compris ça, ben, ça a tout réglé, en fait. Et vraiment, se réconcilier avec sa maman, pas du tout parce qu'elle a changé, mais parce que nous, on a changé, mais c'est un processus incroyable, incroyable, incroyable Ouais, puis en et plus qui change la vie, hein, tu vois? ouais, C'est parce que c'est vraiment la matrice de toutes tes relations, en fait, ta relation à ta maman. ouais. Et Donc ouais. comment on fait quand on fait pas un film comme le tien pour, Bon, il y a plein alors, c'est ce que j'ai découvert, alors moi, il se trouve que je l'ai, digéré, je l'ai transformé, je l'ai canalisé dans un film, mais en fait, c'est le travail de tous les humains, hein, et en fait, ce que j'ai compris pendant ce processus, c'est qu'il y avait plein de mains tendues. Il y a plein de mains tendues, il y a plein d'expertises, il y a plein de techniques, si on veut réduire ça à la technique, mais Heu, il y a plein de il y a plein de thérapeutes avec différentes techniques. Il y a des choses sur le corps, il y a des choses sur, vraiment l'analyse, il y a il y a plein, plein, plein de choses. ouais. Il y a des livres, il y a plein de gens maintenant qui ont théorisé, la psychogénéalogie, qui ont théorisé, les traumas, familiaux et la transmission de la mémoire familiale. Donc il y a vraiment, beaucoup, beaucoup de on n'a jamais été aussi outillés pour faire ça, quoi. Et toi aussi, à un moment, il me semble que tu animais, c'est Ouais, quelque chose, ouais, moi, que ouais, j'ai découvert, j'anime, ouais. les Mmh mh. constellations familiales. Ouais. Ouais, ouais. Alors moi, j'anime pas. Ouais. J'anime des cercles qui se réunissent pour, «passer» entre guillemets leur constellation avec une thérapeute, avec qui je travaille. Et donc, je réunis des groupes pour que le collectif puisse, préparer et intégrer, heu
les apprentissages qu'on reçoit pendant une constellation, quoi. Mais tu vois, par exemple, typiquement, la constellation, c'est, c'est une expérience incroyable et ça passe par ton corps, en fait, et donc il y a des apprentissages qui peuvent pas être mentaux. Ouais. Parce que si tu es dans le mental, tu restes, à juste titre d'ailleurs, dans: «Elle a fait ci, donc ça a déclenché ça», mais en fait, tu peux pas traverser ça, en fait. Le raisonnement mental, il est implacable, mais il peut te laisser dans ta colère et donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Donc la colère, elle est très, très saine, mais elle présente à un certain moment une limite aussi. Ouais. Donc juste te compléter en tant qu'individu et en tant qu'adulte dans ta colère, dans ta déception, mais aussi dans ta joie, aussi et de devenir un tout, quoi. Ouais Où et tu sais parcourir toutes les choses. Ouais. c'est là où le passage par le corps, enfin, tu vois, c'est marrant parce que moi, les constellations familiales, j'en ai déjà entendu parler, mais je pensais pas du tout que c'était un travail par le corps. Je pensais que c'était que, j'en sais rien, faire un arbre généalogique ou regarder, Alors ça peut être, en présentiel, ça passe vraiment par le corps. ouais. Et après, il y a différentes techniques avec des poupées, si tu es en individuel. Ça peut passer par des visualisations, et des formes de méditation très, très profondes. Ouais. Si, par exemple, on est confiné et qu'on ne peut pas se voir, en fait, les constellateurs et les constellatrices, elles ont développé des techniques parce que c'est pas parce qu'on est confiné qu'il y a pas de besoin, quoi. Donc, au Ouais. contraire, on a encore plus besoin d'être accompagné, d'être suivi et tout. Donc il y a plein de techniques différentes, qui appartiennent à la même genèse, tu vois, à la même, intention. Mais si tu le fais en présentiel, ouais, ça passe beaucoup par ton corps. Si tu le fais en visualisation, ben, ça passe par ton âme, je dirais. Donc c'est moins corporel, tu vois? On Ouais. ferme les yeux et on part avec la thérapeute. Mais ça passe dans le corps dans le sens où c'est pas totalement mental. C'est pas il y a une partie qui est très, très logique et qui est totalement pareil, une sorte de déroulement implacable comme ça, mais ça passe par une autre dimension, de ce qui émerge, des intuitions et de la visualisation qui vient raccommoder des choses à l'intérieur de toi. Ouais, c'est hyper intéressant Ouais, je et sais pas si ça a fait si, sens ce que je si, dis, si ça me donne c'est ouais, encore, ouais. ça se fait complètement sens et j'ai trouvé aussi dans un article, du magazine, enfin, c'est un magazine en ligne qui s'appelle Chic, où tu dis Mmh et mh. c'est une phrase dans laquelle je me reconnais tellement, tu dis: «Je crois que toutes les familles sont dysfonctionnelles sauf que personne Oui, n'en parle». J'adore cette phrase. ouais. Ouais, ouais, et après cette interview, j'ai fait une tournée, en Suisse où j'ai Ouais, présenté mon film au cinéma et du coup, bah, j'avais un contact direct avec les spectateurs et spectatrices et j'en ai fait beaucoup aussi des projections débats, en France et notamment à Paris, mais et j'avais eu cette, très, très vieille dame qui était venue, et qui m'avait dit, «Je viens d'une famille particulièrement dysfonctionnelle, comme toutes les familles». non mais c'est vrai. Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que les liens familiaux sont des liens d'attachement, où il y a des attentes. On parlait de l'attente vis-à-vis de nos mamans, mais on a des attentes vis-à-vis de nos pères, de nos frères et sœurs. On a des attentes qui sont très, très fortes parce que c'est une question de vie ou de mort. En fait, quand on est un enfant, si on n'a pas le soin et la protection qu'il nous faut, on en meurt. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour ne peut pas survivre. Donc, on est des êtres très, très vulnérables. Simplement, ces attachements qui sont très inconscients et ces demandes qui sont très inconscientes, qui ne sont pas verbalisées, font l'objet de contrats, en fait, qui sont très inconscients et qui, du coup, peuvent nous empêcher quand on devient adulte. Et donc, on connaît tous ces réunions familiales où tout le monde fait du mieux qu'il peut pour que ça se passe Ouais. bien, et c'est très bien, en fait. Mais du coup, ça n'est pas un lieu d'authenticité. Ça n'est pas un lieu où on est authentiquement qui nous sommes, où nous pouvons dire vraiment ce que nous ressentons, où nous pouvons et donc c'est un lieu où il y a aussi beaucoup, beaucoup de peines qui sont tues parce qu'on pense, et il y a une partie de vérité, on pense que en ne disant pas les choses, on va maintenir la famille telle qu'elle est. Donc en fait, la famille elle-même, c'est un lieu où il y a peu de vérités qui sont partagées, en fait. Ouais, complètement. Mais Mmh. ouais, vas-y, vas-y. Et ouais et non mais et d'ailleurs, quand une des personnes commence à faire son cheminement,
il y a tout de suite énormément de résistance. Et c'est normal, puisque même la personne qui fait ce cheminement, elle ne le faisait pas avant. Donc, elle-même, elle résistait. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens, en fait. Pour le coup, j'ai fait un truc vraiment, la transgression ultime de faire un film. Donc, en Ouais. plus, partager. Et en fait, je pense que pour ma famille, les choses ont vraiment changé quand on a reconnu que c'était pour moi que je le faisais et non pas pour la famille et non pas pour ma mère ou pour ma grand-mère et que c'était vraiment un processus qui était pour moi, qui était une question de vie ou de mort pour moi. Et donc, à ce moment-là, les gens n'avaient plus rien à dire, en fait, parce qu'ils disaient, bah, Maï, elle a besoin, bah, elle a besoin, en fait. Donc, on va respecter ce besoin. Mais par contre, moi, j'ai besoin de ne pas être vue dans le film. Par contre, moi, j'ai besoin que, voilà. Et donc, à ce moment-là, quand il y a une première personne qui propose quelque chose d'authentique, ben, les autres personnes ont plus de place pour aussi exprimer leur authenticité. Donc, leur peur authentique, leur colère authentique, etc., etc. Alors qu'avant, c'est une sorte de jeu de dupe où en fait, voilà, on dit qu'on fait ça pour la famille ou pour sa mère, etc. Et puis en fait, les gens ils disent mais on t'a rien demandé quoi. Et c'est vrai en fait, on m'a rien Ouais. demandé. Donc ouais, nous ça a changé, ça a tout changé depuis. Et dans Les Rivières, il y a un moment très fort aussi où ton fils qui a 8 ans à ce moment-là Mmh. dit, alors en plus c'est un moment où il dit c'est pareil pour les garçons. Ouais, Et là, toi, tu réalises et tu dis j'étais responsable aussi de ce que j'allais léguer à mon fils. bien sûr. Ouais, Et ça, je trouve c'était fou ça. de ne pas l'avoir compris. Mais je me rappelle de quand on travaillait sur les voix off, enfin, je sais plus ce que j'avais écrit exactement, mais c'était quelque chose de l'ordre de j'avais pas compris que j'avais un fils, quoi. Ouais, Parce qu'en fait, voilà, moi, j'avais compris que j'avais des enfants. Je pensais qu'en étant une femme, ben, j'allais uniquement inspirer ma fille. Et puis à un moment donné, je me dis, mais pas du tout, en fait. Enfin, ce que je vais faire, ce que je vais dire, mon comportement impacte totalement mon fils. Enfin, ce qui est tellement logique, mais ce qui était juste une faire ma croyance, inconsciente encore une fois. Et puis, la dernière roue du carrosse, c'était, mais en fait, pour ces deux enfants-là, la maman, c'est moi, quoi. ouais. Oh et alors là, moi, ça m'a coupé en deux parce que je me suis dit, mais la responsabilité tout d'un coup et du coup, bah, évidemment, ça m'a renvoyé en miroir à ma relation à ma maman, à moi et puis, bah, tous ces un pas après l'autre, en fait, les choses se sont enclenchées pour aller toujours, toujours plus loin vers, le nœud de ma quête, quoi et le nœud de ma quête, c'était vraiment ça, c'était ma relation avec ma maman. Mais ce qui est génial, Mmh. c'est que c'est lui, en fait, on le voit en train de dessiner et Ouais, d'un coup, il rentre dans ouais, la conversation, l'air de rien, en ouais, disant: «Mais en fait, moi aussi, je suis concerné». Il le dit pas comme ouais, ça, mais en gros, il ouais, c'est fou de se dire qu'à 8 ans, il a déjà cette conscience, en fait. bah, bien sûr. Mais les enfants, ils savent tout, en fait. C'est ça qui est, à la fois, heu, déconcertant et puis ça fait même peur, tu vois? Mais moi, j'ai un garçon qui a toujours tout compris, quoi. Ouais Mmh et et du coup, ça me donne une responsabilité d'autant plus forte qu'il va pas se laisser faire par mes narrations ouais. et c'est très bien, c'est très, très bien, c'est très, très bien, mais il je veux pas du tout lui donner un rôle qu'il doit pas avoir parce que ça doit rester l'enfant et moi l'adulte, mais il y a beaucoup, beaucoup de moments dans ma vie où, mes névroses et les narrations qui en découlaient et la vérité que je pensais avoir ou connaître. Mais lui, voilà, avec une phrase comme ça, en fait, il déjoue tout, quoi. C'était assez incroyable enfin, c'est assez incroyable d'avoir cet enfant comme enfant, quoi. et on va passer, parce que je vois que l'heure tourne, mais dans ton nouveau documentaire, tu as pu Oui, filmer, qui s'appelle Make Me a Man, tu as pu filmer oui, un groupe de parole exclusivement masculin, un groupe oui, de parole qui est animé par le psychothérapeute Jerry Hyde, qui est aussi ton compagnon et ouais. c'est des entretiens qui lui ont permis d'explorer, en fait, la notion de masculinité. Raconte-moi Alors, en comment fait, tu t'es retrouvée à là, filmer ces hommes? alors déjà, la première chose, c'est que je n'ai pas filmé les interviews. D'accord. C'est-à-dire que ces interviews ont été filmées entre eux et c'est très important parce que dans le processus à la fois créatif pour Jerry et moi et pour le processus, thérapeutique, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'eux, le contexte, c'est que mon compagnon, il est thérapeute et donc il reçoit en individuel, donc des hommes, des femmes, des personnes non binaires, c'est très fluide
Mais il a aussi des groupes de parole et les groupes de parole, en fait, pour lui, ceux qui ont fonctionné jusqu'à maintenant, puisqu'il a eu des groupes de parole avec que des femmes, des groupes de parole mixtes et des groupes de parole d'hommes, ceux qui ont fonctionné ou plutôt ceux qui ont perduré sont les groupes d'hommes. Et en fait, quand MeToo est arrivé, j'ai dit à Jerry, mais en fait, faut passer la seconde, les gars. Vous pouvez pas Ouais. garder pour vous ce que vous faites. Il faut absolument que ça devienne une parole publique, en fait, ce que vous faites. Et en même temps, pas, je savais pas tant ce qu'il faisait finalement, parce que moi, j'étais restée dans une culture, en fait, patriarcale. Donc, j'avais mon étendard, MeToo, machin truc, mais en fait, j'avais des prérequis ou des idées préconçues de ce qu'ils faisaient et qui étaient pour moi, ils se réunissent entre hommes parce qu'ils parlent de masculinité. Mais moi aussi, tu Et en sais que fait, je pense exactement la même chose, hein. mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, des hommes qui se parlent et qui se réunissent en groupe de parole une fois toutes les 2 semaines, certains depuis 20 ans, parlent de masculinité, c'est l'évidence, hein. On fait ça parce qu'on est intéressé par la chose, quoi. Et en fait, j'ai été, quand j'ai vu les interviews et ces entretiens, donc qui sont des entretiens très de thérapie, donc quel est ton rapport à ta mère, ton rapport à ton Ouais. père, et cetera. Ça veut dire Et quoi je me être suis un homme rendu compte. aujourd'hui? Ça veut dire quoi être un homme aujourd'hui? Mais je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. La question sur laquelle ils ont le plus de difficultés, c'est c'est quoi être un homme aujourd'hui? Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas du tout leur question. Leur question, c'est OK, comment je guéris ma relation à ma maman, à mon papa? Comment je fais pour bien m'entendre avec ma compagne ou avec mon compagnon? Comment je fais pour élever mes enfants? En fait, ce sont des questions que nous, en cercle de femmes, parce que pour le coup, j'ai beaucoup pratiqué les cercles de femmes, que nous, on traite voilà, entre femmes. Et donc, je me suis rendu compte que en fait, la séparation des sexes était une séparation qui permettait à ce qu'il y ait moins de difficultés parce que lorsqu'on est mélangé entre sexes, on a ce genre de projection, en fait, vis-à-vis de l'autre personne. Et si nous, on a été traumatisés par un homme ou 2 ou 3 ou 4, eh ben, ça va être très, très dur de ne pas projeter colère et peine et tout, en fait, sur un homme qui va s'exprimer de manière intime. Et donc, du coup, séparer, et inversement pour les hommes vis-à-vis des femmes, etc. Donc, séparer les sexes, ça permet juste de faciliter un chemin qui est en fait très, très difficile, qui est un chemin de vulnérabilité et de se montrer nu tel que l'on est, tel que l'on pense, tel que l'on croit, tel qu'on le ressent. Et donc, quand j'ai découvert la parole de ces hommes, en fait, je me suis dit: «Mais c'est exactement la même parole que la nôtre». Et donc, je me suis dit: «Mais en fait, notre propos n'est pas du tout de nous dire: "C'est quoi un homme aujourd'hui?" Notre propos, c'est de dire: "Qu'est-ce qu'on a envie de célébrer ensemble?"» Ouais. Y compris dans des cercles qui sont séparés à certains moments, mais qui permettent ensuite, quand on se retrouve, d'être pleinement humain, d'être pleinement amis, d'être pleinement amants, d'être pleinement parents. Et donc, s'il faut en passer par une séparation sur 1h30 toutes les 2 semaines, mais faisons-le, quoi. Ouais. Ça existe des groupes de parole comme ça, en France? Bien sûr. Ouais. Alors ça existe et puis ça se développe parce que Jerry, déjà il y a des thérapeutes qui le Ouais. proposent depuis longtemps ou qui le proposent de plus en plus. Et puis, il y a aussi eu des groupes d'artistes aussi qui ont beaucoup fait ça parce qu'ils ont peut-être flairé l'intérêt à le faire. Et puis, peut-être que quand tu es artiste, tu cherches cette déconstruction et tu cherches à en faire quelque chose. Donc il y a eu ça et puis aussi, nous, depuis qu'on a sorti ce film, on a des demandes de plus en plus, alors pas uniquement en France, on a des demandes aux États-Unis, au Danemark, et cetera, de gens qui disent: «Bah, en fait, je voudrais lancer mon groupe de parole d'hommes, comment faire?» Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais heu, il y a eu justement une grande séparation homme-femme suite à MeToo. Et je pense que là, on en est au stade où on a besoin de se réunir à nouveau. Mais en fait, on ne peut pas se réunir à nouveau tant que les hommes n'ont pas aussi travaillé sur, en fait, la domination patriarcale. Hein. Ça nous concerne aussi, en fait. C'est pas du tout un problème de femmes, quoi. Et en fait, les femmes, là, depuis 4 ans, elles ont beaucoup, beaucoup taffé, intimement et collectivement. Et nous, il faut qu'on fasse le taf aussi. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on entende plus souvent des mots comme ça et c'est pour ça que le documentaire que Make Me a Man, je le trouve hyper, important justement comme tu dis pour la suite parce que, Ouais, moi plein de oui, fois parce je me qu'en dis: «Mais fait, attends, on n'entend pas les mecs». il y a eu, je pense, un double mouvement.
et qui est en fait le mouvement qui est là depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne souscrivent pas du tout à la domination, qui ont entendu laissez-nous parler maintenant. Et les femmes ont beaucoup dit ça, à raison. Mais laissez-nous parler, laissez-nous un espace où on nous croit. Donc, il y a eu beaucoup ça en fait, il est temps que nous, on se retire un petit peu pour laisser la place aux femmes. Et d'ailleurs, dans les rivières, il y a un plan qui, métaphoriquement, cherche à exprimer ça. C'est le plan où j'introduis Jerry, mon compagnon anglais que j'ai rencontré, etc. Et en fait, c'est lui qui me filme et qui donc est hors champ et qui me laisse la place. Ouais. Et on en a parlé avec mes frères notamment, tu vois, quelle place ils ont dans le film, mais aussi dans le débat. Depuis, il y a eu MeToo Inceste et donc mon frère en a parlé, il a aussi été victime. Oh là là. Donc, il y a eu, et voilà, et donc il y a eu aussi tout ce truc de quand Léo dit, mais c'est pareil pour les garçons. Enfin, moi, je connais l'information qu'on n'a pas exposée au moment des rivières parce que c'était pas le lieu et que mon frère ne désirait pas le faire, tout simplement. Mais voilà, moi, je sais que les hommes sont victimes aussi et que ça aussi, il va falloir qu'on développe ce champ-là, de dire, mais en fait, les hommes sont victimes aussi de patriarches qui usurpent leur pouvoir et qui cherchent de l'impunité avec le pouvoir. Et que dans la cour d'école, quand il y a un petit garçon qui se fait tabasser, on a beaucoup eu tendance à leur dire, non, mais il va falloir que tu te renforces un petit peu. On ne les a pas non plus écoutés en tant que victimes. Et donc, on grandit avec un autre horizon en tant que garçon, c'est on peut être à la fois victime, mais on s'identifie au bourreau, mais on ne veut pas s'identifier au bourreau. Donc, du coup, il y a toute une partie de notre masculinité qui est désactivée. Quels sont les rôles modèles, en fait ? Ouais. Donc, on a tout un travail à faire, vraiment du ensemble, et de quelles sont les valeurs autour desquelles on a envie de se réunir. Et ça n'est possible que si l'intime est vraiment exploré et si on ne devient pas dans un nouveau mouvement de guerre. On a entendu parler de guerre des sexes, et c'est juste pas possible en fait. Non, on va pas faire la guerre des sexes en fait, on s'aime. Et comme tu dis, je pense que les hommes, ils ont besoin de passer par ce passage de l'intime, donc quitte à se retrouver entre eux et à Bien sûr, discuter bien et sûr. à faire un état des lieux. Et comme tu dis, c'est quoi les rôles modèles en fait? Qu'est-ce qu'on veut transmettre Bien à nos sûr. enfants, à nos filles comme à nos fils? Et, Quel exactement. modèle, sur quoi on va arrêter quoi? Enfin, mais Ouais, d'ailleurs, tu vois, ouais. je trouve que tu vois tellement, j'en ai beaucoup vu autour de moi tu as beaucoup d'hommes qui ont fait des burn-out, en fait, tu Bien vois, vers sûr, cet âge-là. Et ça montre bien que mais voilà, en fait, mais c'est bien sûr sûr. que la génération de nos parents, les mecs qui faisaient un burn-out, ils se tiraient une balle dans la tête parce qu'en fait, tu avais pas le droit Voilà. de dire ou tu te posais même pas la question. Mais maintenant, Ouais, tant ouais, mieux, je veux dire, tant mieux ouais. pleurer, faites, Exactement. réfléchissez et analysez et ça va bien se passer. En fait, vous avez le droit Mais d'être, ça, d'être ouais, vulnérable. exactement, exactement. Et ça, en fait, si tu veux, là où j'ai vu une vraie différence, c'est que après MeToo, on s'est rendu compte que, alors même si c'est un chemin qui est difficile, les femmes n'ont pas été, malgré les horreurs que les femmes ont subies depuis 10 000 ans maintenant, ça fait quand même beaucoup de temps, il y a quelque chose qui n'a pas été brûlé, c'est le pouvoir de la parole et une connaissance de l'intime. Alors, peut-être pas au niveau individuel, il y a des femmes qui ne sont pas du tout branchées à l'intime, etc. Mais dans le collectif, il y a quelque chose qui a été tout de suite possible avec MeToo, tout de suite, et qui continue de se dérouler encore. Et donc, c'est comme si les femmes se donnent le relais de cette parole, de ces émotions qu'on peut se Ouais. partager. Les hommes, eux, ils ont été totalement coupés de ça, totalement. Et donc, je pense qu'il y a eu tout un truc avec les incels, et justement tous les burn-out et le fait que, je ne connais pas les chiffres en France, mais en Angleterre, les suicides chez les hommes est la raison numéro 1 de mortalité chez les hommes. Ouais, c'est énorme. Numéro 1, plus que les accidents de la route, plus que le cancer, enfin, c'est fou en fait. Et il y a eu tout un truc masculiniste disant c'est à cause de ces horribles féministes Ah, mais quelle horreur. qui elles-mêmes mettent trop la pression à leurs mecs, quoi, évidemment. Ouais, Et, bien sûr. et en fait, maintenant, il faut que les hommes se disent non, mais attends, c'est toute cette culture patriarcale qui nous détruit, qui nous met dans un rôle inhumain de soit tu vas faire peur aux autres, soit c'est toi qui as peur et qui te fait cravacher, quoi. Ouais. Exactement ce qui se passe dans la cour des écoles. Enfin, ou ce qui s'est passé dans la cour des écoles, parce que je veux pas généraliser, mais en tout cas, les hommes, ils viennent de ça. Leur lignée masculine
c'est des gens qui ont été envoyés à la guerre et qui se sont fait charcuter par centaines de milliers sur, les champs de bataille de la Somme, voilà, qu'on filme Ouais. dans Make Me a Man. Donc c'était ça, en fait. Donc moi, je veux bien qu'on parle de domination masculine, c'est totalement, légitime et essentiel qu'on débatte de ça. Mais attention, en fait, domination masculine de quelques hommes sur, d'autres hommes qui se font envoyer, comme de la chair à canon, et qui ensuite, se disent: «Bah, soit je suis la chair à canon, soit je suis au top, quoi». En fait, la culture masculine, elle a été, incroyablement violente pour les hommes aussi. Et donc Ouais. c'est pas l'idée n'est pas de comparer et de pas se mettre en compétition hommes-femmes. Pas du tout ça. Le propos, c'est de dire: «Attention, en fait, cette culture patriarcale, elle est en train de détruire tout le monde. Les femmes, les hommes, on le voit, les enfants et tout le vivant, en fait. Toute la planète, là, est en train de clamser à cause de ça». Donc il faut qu'on marche ensemble, pour, là, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise, «On veut autre chose, en fait. On veut autre chose pour notre présent et pour l'avenir de nos enfants». C'est ça qu'on doit faire. Et nous, notre contribution, c'est dans l'intime. Alors, il y a plein d'autres contributions, voilà, sur l'écologie, sur le pouvoir, sur le journalisme, sur les arts. Il faut changer tous les champs puisque c'est la racine qui est mauvaise. Donc, tout le monde doit faire quelque chose. Nous, ce qu'on dit, c'est, bah, voilà, dans l'intime, en fait, si on met les moyens au niveau culturel et sociétal pour changer cette culture-là, changer la culture de l'intime pour les hommes, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont aller beaucoup, beaucoup mieux. Si on apprend, aux enfants, à nommer les émotions, qu'ils soient filles ou garçons, si on leur apprend à communiquer de manière non violente, si on apprend tout ça, au niveau, voilà, sociétal, bah, les choses vont changer, c'est l'évidence. Donc voilà, nous, c'est notre contribution. Ouais. Bah, c'est une belle Mmh. contribution. Bravo, hein, pour ce film, moi Merci, j'ai adoré. Et moi merci c'était un énormément. des sujets, on en a parlé en off toutes les 2. Et je crois Oui, que c'était il y a 2 jours ou hier, je sais plus. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Instagram où tu parles de l'ayahuasca. Je sais pas si je le dis bien. oui, ayahuasca, ouais. L'ayahuasca et en fait, tu expliques, j'ai pas vu la vidéo en entier, mais en fait, Ouais, tu dis, que ça a été très dur jusqu'à récemment pour toi d'en parler et donc en ouais, fait, j'aimerais que bah, tu m'as dit que tu étais OK. Pourquoi c'était dur pour ouais. toi d'en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est, en quoi ça peut aider? Ouais. Alors je te parlais de tous les outils, qu'on a aujourd'hui à disposition. Je dirais pas que l'ayahuasca est un outil parce que c'est un voyage spirituel qui est tellement, puissant, pour moi tellement nécessaire, tellement essentiel en fait, que, je peux pas parler d'outils, ça n'a aucun sens. Et c'est justement ça, qui m'a fait peur en fait, pour en parler, c'est que, il y a un changement de paradigme qui est tellement fort que moi-même, j'ai beaucoup de chemin à faire avant de me sentir légitime pour en parler. D'accord. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans une mentalisation, on est vraiment dans quasiment une dimension parallèle. Déjà parce qu'on parle de voyage chamanique et de voyage en conscience modifiée et du monde d'à côté, du monde des esprits, de l'esprit de la plante, ou des plantes. Donc, voilà, c'est déjà un changement de paradigme qui est incroyablement fort. Mais, quand, justement on parle de, OK, il va falloir qu'on change cette culture patriarcale, bah, la question c'est, vers quoi? Et donc moi je le dis pas, vers l'ayahuasca, mais quasiment en fait, parce que c'est pas uniquement l'ayahuasca en fait, c'est toutes les cultures qui, travaillent avec la plante. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la plante est une autre entité intelligente. Donc je le disais dans le live, nous occidentaux, on vient juste de comprendre que, les arbres avaient une intelligence, que les champignons avaient une intelligence, que les plantes avaient une intelligence, que les animaux ont une âme. Enfin, si tu veux, on sort d'une forme, d'ignorance, mais totalement abyssale, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, je ne savais pas que les plantes avaient une intelligence, quoi. Donc nous, on est en train de sortir d'une ignorance qui est crasse, en fait. Et en fait, si on se met dans cette humilité-là, ben, on se rend compte qu'il y a des peuples, il y a des formes de pouvoir et de leadership qui existent déjà et qui sont peut-être notre avenir.
être en contact avec des gens depuis des millénaires, maintiennent ces cultures qui sont dans une collaboration profonde, puisque c'est pas uniquement les hommes et les femmes, c'est déjà les hommes et les femmes, et puis ce qu'on appelle les two spirits, donc les hommes-femmes, puisqu'on sait que certaines tribus ont cinq genres différents, donc femme-femme, femme-homme, homme-femme, homme-homme, homme-femme, enfin bref. On sait que déjà, ils ont cette idée de fluidité. On sait que pour certains, les enfants sont vus comme justement de grands enseignants. Et moi, j'en ai fait l'expérience avec mon fils. Et puis, ils savent que la nature est une grande enseignante. Et que donc la collaboration, elle n'est même pas juste entre humains, en fait. Elle est entre les hommes et la nature et les arbres et les différentes plantes. Et donc, ce n'est pas uniquement cultiver des champs de soja pour les exploiter, pour en faire de la nourriture, pour en faire de l'élevage, pour tuer les bœufs, etc., etc. On n'est pas du tout dans une logique d'exploitation. On est dans une logique de collaboration. Et nous, en fait, on commence à s'ouvrir au désir de ça, du respect profond et de la collaboration profonde, mais en fait, on est très mal placé pour donner des leçons dessus parce qu'on ne vient pas de cette culture-là. On vient d'une culture de compétition, on vient d'une culture d'exploitation. Et donc, si on a ce désir de vraiment collaborer, de vraiment écouter, de vraiment respecter, il faut qu'on aille écouter des gens qui font ça depuis des milliers et des milliers d'années, quoi. Et ces peuples-là font ça et cette plante t'enseigne ça. Et c'est totalement fou, en fait, de se dire qu'une plante peut m'enseigner quelque chose. Mais tu vois, on n'est pas dans l'huile d'argan, dont les bénéfices sont machin truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, tu rencontres une plante. C'est totalement fou, non? Enfin, c'est fou. Oui, c'est complètement fou. Moi, Ouais. j'en étais restée, pour moi, enfin, je pense que c'est aussi un peu ça, c'est quand tu partais en Amérique du Sud, alors je schématise vraiment grossièrement, mais c'était un peu ces trips faits par des Occidentaux de prendre de l'ayahuasca. Il fallait faire attention d'être bien encadré parce que tu pouvais partir complètement en vrille Bien sûr, bien sûr, et bien voilà. sûr. Et en Et, France, et on peut en prendre, enfin, bien sûr. Alors, c'est totalement illégal, hein. Donc, je dis OK. bien sûr, mais parce que ça se fait sous le manteau et ça se fait via des réseaux prudents. Et il le faut. Et secret parce qu'il le faut aussi. Il le faut parce que, comment dire, dans cette histoire de respect, il y a quelque chose de... Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à en parler. C'est qu'il y a quelque chose de profondément personnel entre toi et la plante, qui ne peut pas être partagé, qui ne doit pas être partagé. Et c'est une complexité qui est magnifique aussi, hein, à explorer. Mais c'est une complexité vraiment de savoir ce qu'il est juste de partager, parce qu'il faut absolument que les Occidentaux mettent un genou à terre, en fait, et qu'ils écoutent, en fait. Et qu'ils écoutent ce qu'il y a à être dit, parce qu'on vit depuis des centaines d'années de manière très centrée sur nos propres logiques et là, en fait, on est en train de tout détruire. Et il faut vraiment qu'on pose un genou et qu'on baisse la tête et qu'on écoute ce que les autres ont à dire et qui va sauver le vivant, quoi. Donc, je comprends toutes les peurs et c'est important qu'on ait peur, en fait. C'est important qu'on Ouais. ait peur, mais pas avec la mauvaise peur, mais vraiment avec la vraie peur de manquer de respect. Voilà, tout ce tourisme autour de l'ayahuasca, etc. Si tu veux, quand j'entends les leaders, du coup, il se trouve que j'ai eu la chance incroyable d'en rencontrer, de pouvoir dialoguer avec eux, etc. En fait, eux, leur perspective, c'est que quand ils nous regardent, ce qu'ils nous disent, c'est que, en fait, votre culture, elle est malade. Là, elle est malade. Votre âme, elle est malade. Votre cœur, il est fermé. Et c'est pour ça que quand on revient à tous ces hommes qui font des burn-out, qui se suicident, etc., la quantité d'anxiolytiques ingurgités, l'inceste, mais bien sûr que notre culture, elle est malade. Et eux, ce qu'ils disent, c'est pas bon, espèce de connard de dominateur, maintenant, va falloir nous écouter. Non, ils nous disent bon, en fait, vous êtes malade et nous, je pense qu'on a la solution, en fait. Parce que nous, on se fait détruire, notre culture est détruite, Ouais. nos femmes sont violées, nos forêts sont ravagées, et ça fait 500 ans, enfin ou plus, que c'est le cas.
mais nous, on voudrait vous parler, en fait. On voudrait vous parler, on voudrait collaborer avec vous parce que vous avez de la grandeur et c'est à cette grandeur qu'on voudrait parler. Et si on arrive à nous entendre, à nous écouter, on va pouvoir faire des choses magnifiques et faire en sorte que l'humanité clame ce pas, quoi. Et je trouve que c'est tu vois, enfin, c'est une grandeur d'âme qui est incroyable, une sorte de confiance, tu vois, de qui ils sont, des enseignements qu'ils ont reçus. Tu vois, c'est incroyable de dire une chose pareille. Vraiment, Ouais. vraiment, je trouve ça tellement fou. Et donc, les Occidentaux, il ne faut pas juste prendre de l'ayahuasca pour être plus performant dans ton taf. Non, en fait, c'est reconnaître la profondeur de notre maladie d'âme, reconnaître la profondeur de nos traumatismes, parce que eux, ils se disent pas, vous êtes des privilégiés et nous, on est des dominés. Ils se disent pas du tout ça. Ils sont pas du tout dans cette narration. Eux, ils se disent, mais vous êtes vraiment frappadingues, les gars. Et ils reconnaissent, tu vois, les femmes qui étaient venues chanter pour nous, elles nous disaient, bon, ben, on va vous chanter les chants sacrés de notre rivière parce que je pense que vous êtes vraiment en dépression. Ouais. Tu vois ou pas c'est dingue, c'est dingue en fait. Et c'est Mais tellement ouais. juste en fait. Et donc voilà, nous, quand j'ai pas de jugement par rapport aux blancs occidentaux qui vont prendre de l'ayahuasca parce qu'en fait, ils traversent des peines qui sont incroyablement fortes, de déconnexion, de traumatisme, voilà. Donc, Ça donne tellement envie ouais. de creuser. Enfin, je veux dire, on a encore vachement à apprendre. On a énormément à Ah, mais apprendre. oui, mais on a tellement à apprendre. Tellement, tellement, tellement. Et donc, c'est beau d'apprendre de peuples et de cultures qui reconnaissent la valeur sacrée des choses, quoi. Et je pense que c'est ça aussi où nous mène et où tout se rejoint, tu vois, où nous mène MeToo, où nous mène MeToo Inceste. C'est attention, en fait, vous êtes en train de violer des territoires sacrés qui sont le corps de nos enfants, le corps de nos femmes, le corps de, tu vois. C'est Ouais. ça aussi, c'est de dire, mais en fait, la modernité nous a amené plein de choses, le rationalisme nous a amené plein de choses, le capitalisme nous a amené plein de choses. Mais là, en fait, on est en train de saccager euh, une dimension qu'on n'avait plus reconnue dans notre culture, qui est la dimension sacrée de nos vies, de la vie. Je me disais, et Je suis donc là, bavarde, je suis désolée. non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Après les rivières et Make Me Man, c'est quoi tes projets? Bah, c'est justement autour de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. C'est Ah, la nouvelle frontière que j'aimerais dépasser, ouais. Mm. ah, ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. Il y a Moi une. aussi. Ah bah ouais. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde et elle fait des portraits de femmes. Elle pose souvent cette question, ça a même donné un livre, c'est Je ne serais pas arrivée là si. À ton tour de compléter cette phrase, Maï. Alors, bah, peut-être que pour boucler la boucle, je ne serais pas arrivée là si j'avais pas, reçu autant d'amour dans ma vie. Donc, je ne sais pas si tu veux parler d'un moment précis, Non, mais c'est si toi on qui revient décides. sur voilà, si on revient sur, cette expérience d'ayahuasca où, tout d'un coup, je me suis réveillée, remplie d'amour. C'est-à-dire que j'avais vraiment remplie d'amour et de gratitude et de tout d'un coup, être, colonisée, je vais utiliser ce mot-là, tu vois? Ouais. Par ça, par ce sentiment, mais profond d'un très, très grand amour et tu vois, d'une gratitude très, très profonde, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a guidé, toute ma vie et toutes mes relations. Et ça ne veut pas dire que je suis amour et gratitude tout le temps, loin de là, j'adorerais. Mais j'ai eu une expérience fondamentale, fondatrice, qui me fait dire, bah, j'y suis ou j'y suis pas, quoi. Tu Qu'est-ce vois? qui t'anime? Là où Ah pardon, désolée, je t'ai pas Ah laissé bah finir, ça, bah c'est ça, excuse-moi. moi non, non, pas du tout, mais c'est ça qui m'anime, moi, c'est la quête d'amour, Ouais. qui est plus forte que la quête de liberté, qui est plus forte que la quête artistique, qui est plus forte que tout. C'est vraiment la quête d'amour. Qu'est-ce qui te met en colère ou qu'est-ce qui peut t'agacer? Oh bah il y a plein de choses qui me mettent en colère. Si tu veux, ce qui met en colère, ce qui peut mettre en colère et puis du coup ça passe aussi, c'est le décalage. Euh, Quand tu es en cheminement, en fait, tu sais, c'est comme si tu es dans un appartement en enfilade. Tu ouvres une porte, et puis après une autre, et puis après une autre, et puis tu explores une chambre, et puis tu retournes le matelas, et puis il y a encore une porte en dessous, et puis tu avances, tu vois. Et donc, parfois, en fait, quand les personnes commencent leur cheminement plus tard,
tu as des décalages. Donc, tu vois, quand tu as des hommes aujourd'hui qui commencent à comprendre MeToo, c'est là, putain, ça fait 4 ans qu'on te le dit. Et puis en même temps, bah voilà, tu te dis, bah ouais, mais bon, avant MeToo, moi-même, j'étais pétrie de tous ces stéréotypes. Et donc, bah, en fait, cette personne, c'est juste moi il y a 4 ans, c'est juste un décalage, en fait. Mais parfois, ce décalage crée beaucoup de peur et donc de colère, parce que souvent, la colère est un sentiment de substitution. Puis bah voilà, c'est la colère la plus saine que je suis amenée à expérimenter aujourd'hui. Et c'est quand cette dimension sacrée est violée, ouais. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Bah là, dernièrement, la femme qui m'a le plus émue, c'est Maëlan, qui est devenue une amie d'ailleurs, qui a sorti son projet Le Loup. Ah oui, j'ai vu. Voilà, ouais. Sur l'inceste justement. Et en fait, je suis son projet et son cheminement depuis presque 2 ans. Et donc, c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant pour moi de voir en fait justement ce maillage très, très collaboratif où en fait, les unes après les autres, avec nos puissances et nos singularités, on se donne la main pour avancer, pour se donner le relais. Et, voilà. Maëlan Chapiron. Quel genre de fille es-tu, Maï? Ben, je suis plus une fille. Vraiment, je me sens femme, mais un truc de fou. Et c'est un sentiment très, 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 très nouveau pour moi. Et peut-être qu'il correspond à tu vois, le fait que j'arrive sur ma deuxième partie de vie. Il y a des éléments d'être une femme qui sont là depuis très, très longtemps et qui sont, qui germent de manière parallèle entre l'amante, entre l'artiste, entre la mère. Il y a plein de choses comme ça, plein de facettes. Mais là, il y a un truc très, très intégré, très, très profond d'un sentiment d'être une femme qui me remplit de beaucoup de joie, quoi. Ouais, Donc, le genre de fille que je suis, c'est une femme. Et ouais, bah t'es la première à répondre ça. Je trouve ça hyper intéressant. Merci. Merci Maï pour cet enregistrement et j'ai hâte de suivre tes projets futurs. Merci énormément Anne-Laure. Merci pour cette invitation et pour cette longue conversation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!